Je voudrais d'abord remercier le président Pidou pour son invitation. Il avait vu cette présentation qui avait été faite en Île-de-France. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est une présentation un peu décalée, c'est-à-dire qu'on va remonter le temps. Je vais vous montrer des applications parce qu'on baigne dans le digital depuis extrêmement longtemps et vous en apercevez pas. Vous verrez que certaines applications ont été inventées d'ailleurs en 1935. Donc ça remonte très très loin. Alors, alors j'étais opérationnel, on va le voir, c'est celui-là. Bon, c'est mon CV, c'est pas pour me faire embaucher, c'est juste pour vous montrer que j'ai travaillé dans 3 secteurs. La pharmacie, je suis pharmacien d'origine, le nucléaire, où j'étais opérateur nucléaire, et la chimie. Donc, grosso modo, à peu près 40 ans en opérationnel. Alors, il faut déjà s'ouvrir à l'extérieur et penser autrement. Et j'ai beaucoup appris, j'étais l'équivalent de Jacques Pidou pour le LEM, donc les entreprises du médicament. J'étais le président de la région Centre et j'ai jamais visité de laboratoire. On a visité l'agroalimentaire, on a été voir d'autres sociétés et j'ai appris beaucoup de choses, par exemple sur chez Mars, qui était Unisabi à l'époque, enfin c'était une usine Unisabi qui est dans le centre, où déjà, il y a 30 ans, ils appuyaient sur leur écran tactile, et ils ouvraient les vannes et ils faisaient leur process en automatique. Et donc tout ça, ça amène beaucoup de choses. Alors, on va remonter donc déjà dans la pharmacie. Le Data Matrix a été inventé par IBM pour éviter que les Japonais piquent le numéro des pièces des ordinateurs portables. C'est pas ça qui les a protégés, mais c'était l'idée de départ. Donc ils étaient codés avec un Data Matrix. C'est le premier élément qui est alphanumérique, c'est-à-dire qui comporte à la fois des chiffres et des numéros. Oui, mais je vois plus rien. D'accord, merci. En 89, donc j'étais directeur de production de l'unité de Warner Lambert, ça vous dit rien. C'est rasoir Chic Wilkinson, pastille Vichy, cachou la jaunie, Hall, Strident, Tétra, les aliments pour poissons, Extril, Alodon, Rinutan, enfin bon, tous ces trucs-là. Et on avait plusieurs pays d'exportation, parce qu'on avait déjà 350 pays en exportation, et beaucoup en langue arabe. Or, entre le Pakistan, l'Afghanistan, il ne faut pas se tromper. Et ça, c'est un drame dans l'industrie pharmaceutique, parce que dès que vous avez un mélange, c'est un rappel de l'eau. Et donc, on a mis en place le Data Matrix sur les lignes de conditionnement. Les lignes de conditionnement, donc vous partez de la nomenclature du produit, et vous avez une caméra avec chacun des points de la nomenclature sur l'étui, sur la notice, etc. Et vous contrôlez en continu si c'est la bonne notice, le bon étui. Si ce n'est pas le bon, c'est éjecté. Alors ça a tellement bien marché, il y a eu des caméras partout, c'était un investissement à l'époque de 3 millions de francs, qui a été accepté par la direction, mais qui a après amené du bénéfice, puisqu'on n'avait plus du tout de rappel de l'eau sur ce genre de choses. Le ministère a trouvé ça intelligent, et puis il a dit, tiens, comme les pharmaciens, ils peuvent passer plusieurs fois la boîte pour le remboursement, on n'est pas sûr qu'ils donnent toutes les boîtes, on va sérialiser la totalité des boîtes. Donc on part de 1 à 40 000, par exemple, et on retire dans le fichier informatique les boîtes qui ont été refusées. Et on contrôle à la Sécu que c'est bien les bonnes boîtes. Et donc depuis, eh ben, c'est devenu obligatoire. Et voilà le film qui va vous présenter. Pourquoi la sérialisation des médicaments nous protège ? La contrefaçon de médicaments est une atteinte grave à la santé publique. Aujourd'hui, un médicament sur 10 vendu dans le monde est une contrefaçon. La France bénéficie déjà d'un système très sécurisé. Afin de préserver les patients européens de ce risque, l'Europe a décidé de renforcer le circuit de distribution du médicament, en permettant de tracer chaque boîte de médicaments prescrite par un médecin. En quoi consiste concrètement la sérialisation ? Dès le 9 février 2019, sera mis en place de manière progressive un nouveau système de protection appelé la sérialisation. Chaque nouvelle boîte de médicaments devra disposer d'un numéro de série qui sera enregistré dans une base de données nationale et européenne.
Ce numéro sera ainsi la carte d'identité personnelle de chaque boîte de médicaments, qui devra ensuite être vérifiée par les acteurs de la chaîne de distribution. Par ailleurs, toutes ces boîtes de médicaments disposeront également d'un dispositif d'inviolabilité, permettant au patient de vérifier que la boîte de médicaments n'a pas été ouverte avant de lui avoir été délivrée. Quel est le rôle des industries? On ne va pas passer toute la bande. Donc vous voyez qu'une une application qui a été faite en France en 89 est devenue en 2019 obligatoire pour l'Europe. Donc la France a servi de pionnier. Après, vous avez le QR code. Le QR code, c'est Quick Response, qui est en fait inventé par Toyota et qui était sur les pièces détachées. Mais vous l'utilisez partout, ça. Vous prenez le TGV, vous avez un QR code. Dans les magasins, vous cliquez avec votre application QR Scanner et vous avez directement l'URL qui correspond du magasin. Donc ça existe partout. Les GAFA, en particulier Amazon, et vous voyez les petits chariots automoteurs, et devant, il y a des data matrix, ils sont gérés avec ça. Alors, vous voyez que tout au fond, il y a en jaune, une étagère, et en fait, ils ont même des logiciels de calcul par rapport aux commandes. Quand on commande le produit A, ils s'aperçoivent dans 80% des cas, on commande le produit E. Et donc, sur la même étagère, vous avez le A et le E. Et quand le chariot vient chercher donc l'armoire, il amène le A et le E en même temps. Ce qui fait que ça va beaucoup plus vite au niveau informatique. RFID, tout le monde le connaît comme antivol. En fait, c'est une antenne. Vous avez un lecteur, une étiquette, et ils communiquent ensemble. Alors ça, c'est assez intéressant, parce que ça a été utilisé en 1935 pour la guerre. Et pourquoi? Parce que quand vous étiez à la DCA, que vous voyez les avions arriver, vous n'aviez plus le temps de voir si c'était une cocarde française, anglaise ou allemande. Donc vous tirez à vue. Et pour éviter de descendre les avions amis, on a inventé ça, le RFID, qui est maintenant le transpondeur pour l'aviation civile, et qui permettait, ça s'appelle IFF, Identification Friend or Foe, donc ami ou ennemi. Ça a été utilisé aux alentours de l'année 2000 dans les entreprises, et en particulier pour faire le comptage des boîtes en automatique. Ça passe sous un portique et vous comptabilisez directement vos stocks. C'est une application qui maintenant, dans l'échelle, je n'ai pas mis tous les slides, j'en ai déjà une cinquantaine, mais grosso modo, il y a, le RFID est très mature et il devient extrêmement peu cher à employer. Vous l'utilisez partout. On l'a utilisé chez Pfizer pour la contrefaçon. C'était sous l'étiquette pour l'identification. Mais c'était aussi pour pouvoir passer d'un stock d'un pays à l'autre, puisque c'était dans des boîtes blanches, dans des camions non identifiés, pour qu'on ne pique pas le camion de Viagra. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Le télépéage, c'est un RFID. Le badge Navigo pour prendre le métro, c'est un RFID. Votre passeport, il y a un RFID, l'antivol, c'en est un. Donc vous voyez que l'application du RFID, depuis, est très, très répandue. En 2003, on a lancé, puisque pour fabriquer des médicaments, on a déposé un prototype qui s'appelle l'autorisation de mise sur le marché. Donc on a déposé un prototype et on doit fabriquer conformément au prototype. Or vous savez qu'un processus industriel, il est variable. Et souvent, on est amené à refuser des lots parce que la variabilité était trop forte. Donc on a mis en place ce qu'on appelle le PAT, Process Analytical Technology, en 2003, et on a instrumenté toute la chaîne de production de façon à avoir les éléments qui remontent, donc les datas, et à partir de ces datas, on a piloté. Alors ça a permis de faire un certain nombre de choses. Par exemple, on parlait de batch tout à l'heure pour les petites entreprises. Dans l'industrie pharma, c'est pareil. Le pharmacien, il est un peu borné. Je peux en parler, comme j'en suis. C'est le batch. Un lot égale une quantité égale un produit.
on est passé au processus en continu, qui est une horreur pour un pharmacien, c'est-à-dire on fait un concentré, on va diluer dans des pompes à plusieurs pistons, taille de piston, on prend un dixième de produit, on le dilue avec de l'eau, de l'alcool, etc. On continue, on met un spectrophotomètre derrière et on fait une production continue. C'est pas cher. Ça coûte pas grand-chose. Par contre, après, là où on faisait 3 batchs par jour avec 3 opérateurs, on fait un concentré par jour. On fait un concentré, pardon, une journée et on tient 3 jours, 3 shifts. Donc le coût du produit était tel, la première application c'est l'Extril, que jamais il a été copié tellement les coûts de production étaient bas. Donc vous voyez que ça a une incidence aussi sur la survie des entreprises, le piratage ou la copie des produits. Voilà, donc la fabrication, l'hystérine aux États-Unis est fabriquée comme ça, et c'est encore pire parce que là on souffle avec des robots les bouteilles en PET et on les remplit à la volée. On est capable, donc là vous avez sur la gauche de l'écran les pompes à piston. Vous avez un mélangeur statique, en fait le produit passe à toute vitesse dans le mélangeur statique, donc on obtient un mélange homogène et derrière on contrôle par spectro. Vous voyez à côté une table de tri de comprimés. On est capable maintenant par infrarouge de détecter si un comprimé n'a plus la norme et l'éjecter en automatique. Et ça date déjà de 16 ans à peu près. Le Pick-to-Light, ça aussi ça a été inventé. Alors la cosméto l'utilise beaucoup, la pharmacie. En fait, on envoie directement la commande des clients sur l'ordinateur de la distribution. Sur les rails, vous voyez qu'il y a une lumière verte qui s'allume. Ça indique à l'opérateur, avant il venait avec sa feuille, puis il cherchait où était le local 32, etc. Là, il va directement à la lumière, donc pick to light, piquer à la lumière. Et dedans, vous avez le nombre de boîtes à prendre et à mettre dans la boîte. Donc vous avez amélioré la productivité, le risque d'erreur, etc. On l'a utilisé après pour les transstockers. Donc les transstockers, pareil, gèrent avec ce type de procédé. Alors dans le nucléaire, je vais vous montrer des applications en particulier sur le radioactif. Vous ne pouvez pas intervenir dans le milieu radioactif. Donc en général, on utilise des robots pour y aller. Ou on travaille avec des robots à l'intérieur des enceintes. On a développé en particulier ces framatomes. Alors vous me direz, ça n'a pas bien marché sur l'EPR, mais on fait normalement conception, ergonomie, simulation, formation des gens, suivi et maintenance par de la réalité virtuelle. Engie a développé aussi une mesure de toutes les énergies qui sont consommées dans le monde, y compris quand vous prenez votre douche et que le chauffe-eau se met en route. Donc ils ont des données extrêmement pointues de consommation dans le monde. Le TEPSCAN, alors on peut revenir au décès célèbre de la semaine dernière, le président Chirac, c'est lui qui a amené ça en France. C'est le plan cancer 1 et plan cancer 2. Et on a ce que TEPSCAN, c'est tomographie par émission de positons et scanner. Donc c'est très simple, une cellule cancéreuse, elle croît plus vite que les autres. Donc elle a besoin de beaucoup plus d'énergie. Donc on met les gens au repos. On va, grâce à un cyclotron, bombarder de l'eau avec de l'oxygène 18, qui va se transformer en fluor 18, et qui a une durée de vie une période de 102 minutes, c'est-à-dire qu'au bout de 6 heures, il n'y a plus rien dans le corps. Et donc, ça va se fixer directement sur les cellules cancéreuses qui vont devenir radioactives. Donc, c'est l'inverse des RX où on va traverser. Au contraire, on va émettre à 180 degrés. Et avec le scanner, vous arrivez à intégrer directement la profondeur, la taille et s'il y a plusieurs métastases. Alors, ça sert à la fois pour le diagnostic, mais aussi pour le traitement. Quand vous avez fait de la chimie ou de la radiothérapie, derrière,
on vérifie que la tumeur régresse, comme on dit, dans le courant. Alors c'est très compliqué parce qu'en fait c'est un traitement de données et on fait des fusions d'images parce qu'il ne s'agit pas d'annoncer un cancer quand il n'y en a pas ou il ne s'agit pas d'en rater un quand il y en a un. Donc en fait on fait de la fusion d'images et on a 3 types de détection et vous voyez qu'au milieu ça devient extrêmement positif. Alors seul le cerveau et la vessie deviennent aussi blancs. Pourquoi? Parce qu'elle consomme du glucose. Et la vessie, parce qu'on est en train d'éliminer le produit. Donc pour ça, on a d'autres produits. La protonthérapie. Alors là, c'est encore plus en data. Il va falloir, je vous explique en gros, radiothérapie, vous faites de l'emporte-pièce, c'est-à-dire que vous allez traverser toutes les parties saines du corps en les détruisant jusqu'à la tumeur et vous détruisez encore après. Donc quand c'est dans le cerveau et quand c'est un enfant, il manque une partie du cerveau. Donc là-dessus, on a inventé la protonthérapie en utilisant un principe physique qui s'appelle le principe de Bragg. Et en fait, on va envoyer des protons sans énergie à travers le cerveau et libérer l'énergie au niveau de la tumeur. Et on arrive à peu près au 10e de millimètre près à travailler dedans. À un tel point que maintenant, c'est utilisé pour le cancer de la rétine et le cancer du nerf optique. Donc vous voyez la précision du truc. Alors j'ai un petit film comme ça vous montrera ce que c'est. Today, there are 3 main types of treatment to fight cancer: surgery, chemotherapy, and radiotherapy. Unlike traditional radiotherapy that uses photons to irradiate and kill tumor cells, proton therapy is an advanced form of treatment using protons. These particles give proton therapy its many advantages. Proton therapy's greatest advantage over conventional radiation therapy is its accuracy and its ability to spare healthy tissues. Conventional X-rays are made of photons that pass through the body and deposit considerable energy before and after the tumor. Protons, however, have a particular physical property called the Bragg peak. They're able to deposit less energy on their way to the tumor and do not affect tissues beyond it. This property allows to confine the radiation dose to the tumor and radically decreases the risk of injury to surrounding healthy tissues. The proton originates from the ion source, where hydrogen atoms are separated into electrons and protons. The protons are injected into the cyclotron, where they're accelerated. Then, these high-power protons are sent through an energy selection system and a degrader that adjust their energy. The beam transport system conducts the protons with the right energy and trajectory. Then the proton beam arrives in the treatment room via a gantry. The gantry revolves 360 degrees around the patient so that the beam can be delivered at any angle. A high accuracy of patient positioning is required. IBA's treatment rooms are equipped with the latest patient positioners, alignment and imaging systems to ensure the reproducibility of patient positioning. Today, proton therapy patients have access to a state-of-the-art delivery mode called pencil beam scanning. The beam is steered across the target volume one layer at a time, pixel by pixel, to precisely match the shape of the tumor. With this active scanning technique, the physicians are able to change the proton dose at any specific location in the target. This allows proton therapy to adapt to very complex shaped or moving tumors, improves the dose conformity, and reduces the integral dose of radiation given to the patient. Proton therapy is changing the way you treat cancer. Donc il y a 2 installations comme ça en France, il y en a 40 dans le monde. Il y en a une à Orsay dans le 91, dans l'Essonne, et il y en a une à Marseille. Donc vous voyez que ce n'est pas très répandu. Un traitement, c'est à peu près 50 000 €, et il faut 3 traitements, et on est sûr d'avoir une guérison à 98%. Donc vous voyez que pour les enfants, c'est quand même quelque chose d'assez important. Alors vous imaginez que là, le calcul des datas, ça y va, parce qu'il faut
bien focalisé sur la tumeur. Il ne faut pas plus de doses que ce qui était prévu, donc c'est quelque chose de très pointu sur les calculateurs. L'industrie automobile, il y a Tesla, mais en France, on fait aussi bien. Et donc Valeo fait des choses sur la voiture autonome. Le mondial de Paris bat son plein côté porte de Versailles, mais nous on s'est un petit peu éloigné de cette porte de Versailles pour justement découvrir un truc génial. Valeo Drive for You, on est dans un véhicule modifié par Valeo pour se faire une petite démonstration de conduite autonome en ville. Avec nous, Guillaume Devauchel, vice-président de Valeo et directeur de l'innovation de chez Valeo. On va s'en dire un petit peu plus, on a un opérateur toujours derrière le volant. Il ne devrait pas toucher à grand chose, mais néanmoins, son rôle est important puisque on est ici en phase de test. C'est parti. Alors l'objectif principal de cette démonstration est de montrer qu'avec des capteurs standards existant déjà sur le marché, donc rien sur le toit comme vous pouvez le constater, on est capable de faire un véhicule autonome de niveau 4 en ville, c'est-à-dire que le conducteur peut lâcher le volant, lire des mails, téléphoner, etc. en toute sécurité. Alors là, comment elle a lu ce feu tricolore? Quel est l'équipement qui permet de lire le fait qu'il va falloir qu'elle s'arrête? Alors c'est principalement sur la caméra, comme vous voyez sur l'écran de contrôle. Le véhicule a détecté le feu, alors bien sûr la couleur, mais aussi la position de la lumière. Le feu passe au vert, le véhicule redémarre lentement, comme l'aurait fait un conducteur. Alors sur ce véhicule, il y a 8 lidars Scala, donc je rappelle que Valeo est le seul aujourd'hui à être en série avec ses capteurs scanner lidar. Donc ça forme un nuage de points à 360 degrés autour du véhicule. Donc le véhicule reconnaît parfaitement son environnement. Il y a également 4 caméras, donc qui sont des caméras utilisées principalement pour l'aide au stationnement aujourd'hui, qui permettent de classer tous les objets qu'on voit autour de nous. Et puis des radars qui sont capables de donner toutes les vitesses différentielles des différents mobiles. Alors c'est un bon exemple parce que quand vous regardez l'automobile, il y a quelque temps on prenait son GPS, alors même avec Waze, mais on se laissait piloter par le GPS et on était actif. Maintenant, il y a les radars de recul, les radars en avant, et vous êtes déjà assisté sur ce genre de choses. Vous prenez les dernières voitures type Volkswagen, vous avez, dès qu'un camion sur l'autoroute commence à dépasser, la voiture freine automatiquement et réaccélère dès que le camion est passé. Demain, la voiture, elle pilotera toute seule. Donc on voit bien l'évolution en un fil de pratiquement 10 ans de ce qui s'est passé dans l'automobile. Donc maintenant on peut ouvrir, et c'est valable pour la Tesla, on ouvre la voiture, on fait le chauffage, le préchauffage des sièges, tout ce que vous voulez. Vous pouvez réserver en automatique des camions en service partagé avec Valeo. Et le futur, c'est bientôt les avions autonomes qui vont changer un peu tout ça. Alors, sur les GAFA, la France, elle résiste, puisque vous voyez que la Poste, elle bat Amazon. Elle a déjà fait des tests qui sont plus rapides que chez Amazon. Et d'ailleurs, hier, si vous avez regardé les informations, Amazon a eu l'autorisation aux États-Unis de la livraison par drone dans tout le territoire. En France, ça va être plus compliqué. Vous avez, et on verra ça avec la Chine, vous avez les paiements par smartphone, mais en France, on a LivePay et c'est vraiment une licorne française. Ça commence à faire peur. Donc Google est capable de prédire la mort, le jour exact de votre... Et comment ils ont fait? C'est moi qui fais du bruit, non? Comment ils ont fait? Ils ont récupéré toutes les données d'analyse des hôpitaux américains. Donc vous voyez que la gestion... La protection des données en France, c'est peut-être quelque chose d'intéressant, mais aux États-Unis, ils ont récupéré toutes les données et ils ont identifié quand la personne mourait. Donc maintenant, ils ont fait des algorithmes. Quand vous avez des analyses à peu près similaires, ils peuvent dire la personne va mourir. Et donc, ils ont créé une API pour récupérer les données. Vous voyez que Sanofi et Google voulaient simplifier aussi la vie des diabétiques, donc ils ont fait des systèmes. Et sur smartphone, vous avez Onduo qui permet de gérer la glycémie.
ou plutôt l'injection d'insuline. Alors Facebook est capable maintenant de détecter une dépression rien qu'avec les messages qu'on passe sur Facebook, donc vous vous rendez compte. Et Google, avec son intelligence artificielle, empile les rapports, tout ce qu'il faut pour pouvoir améliorer le diagnostic. Alors plus tard, vous allez aller chez le médecin, et puis je crois que c'est une slide d'après. Donc on va faire une photo, c'est envoyé à un médecin, on ne sait pas où, qui va identifier, qui va faire le diagnostic et qui va donner le traitement. On en est là maintenant, quasiment là. Donc le médecin va faire ses études et après il sera assisté par des systèmes d'intelligence artificielle qui vont décrire directement la maladie. Alors vous voyez que ce qui est déjà fait, c'est Gilead a travaillé sur la carte moléculaire des maladies inflammatoires. Vous avez la petite lentille là, de Novartis, et ben on la pose, ça mesure la glycémie en continu et ça envoie des informations à la pompe à insuline qui adapte l'insuline au fur et à mesure de la glycémie. Donc vous voyez où on en est. Verbe chirurgical, ça ne vous étonne pas, vous voyez ça à la télé, c'est les robots. Donc les chirurgiens n'opèrent plus avec les bistouris, ils ont leur robot pour travailler dans le corps. Puis après, vous pouvez travailler sur l'imagerie rétinienne ou même Galvani Bioélectronique a commencé à faire des médicaments bioélectroniques qui vont agir directement dans le corps. En France, et vous voyez, c'est pas très vieux, hein, décembre 2018, Sanofi et Orange se sont unis pour améliorer le diagnostic. Guerbet, qui est l'imagerie médicale par excellence, est en train d'utiliser l'intelligence artificielle de Guerbet. Vous voyez là, sur la gauche, diagnostic par smartphone, on envoie, et on fait le diagnostic à l'extérieur. Et sur les hôpitaux de Lyon, c'était l'année dernière, ils ont déjà créé par impression 3D des os qui vont être réimplantés directement. Donc si les hôpitaux arrivent à le faire, pourquoi nous, on n'y arriverait pas ? Alors ça, c'est une start-up, c'est pour vous montrer, parce que surtout pour les TPE, croyez pas que c'est excessivement cher, on peut faire des choses à pas cher. Il y a des solutions qui existent, il y a beaucoup de choses qui existent dans le net, qui peuvent être utilisées, je vous en parlerai avec Adixis tout à l'heure. Bon, ben là, vous avez une mammographie, vous voyez les fibres, et c'est ce que le médecin voit. Le traitement des datas a fait que derrière, on a juste le point qui est suspicieux pour le médecin. Donc, vous voyez l'évolution. Hein. Alors, il fallait être bon radiologue pour trouver qu'à gauche, il y avait quelque chose. Hop là. Amazon, il a racheté Bodylabs, qui est spécialiste du scan. Vous voyez qu'à Aix, on vous taille un costard en faisant votre image 3D, mais on a fait plus fort. Maintenant, vous rentrez dans des centres commerciaux, ils vous scannent à l'entrée, ils vous disent dans quel magasin il y a votre taille. Quand même pas mal. Moi qui ai horreur de faire les courses, au moins ça va m'alléger mes souffrances. En Chine, le paiement, ils n'ont plus d'argent liquide du tout. Ils payent qu'avec leur smartphone. Alors des Huawei, tout ce que vous voulez, mais c'est comme ça. Alibaba, alors c'est presque une culture américaine, bon, on en parlera un peu plus tard si vous voulez. Et là, vous allez voir que la Chine est très en avance, et ce qu'on peut voir peut faire peur. Mais c'est quand même le futur. Tiananmen n'est plus possible parce que maintenant on peut voir s'il y a densification de la foule. On repère quelqu'un et on identifie son identité immédiatement.
on se dit c'est des gros malades, mais ça existe en France. C'est-à-dire que vous entendez que les grands hypermarchés, Auchan, Carrefour, etc., sont en train de travailler sur la reconnaissance faciale pour le paiement en automatique. Donc il n'y a plus de caissière, ce qui a soulevé il y a quelques mois déjà des protestations chez eux. Mais vous allez passer directement, on reconnaît votre figure et votre compte est débité en automatique. Donc c'est le futur. Alors, c'est vrai que les freins des technologies, enfin, je pourrais vous donner, plus tard, si vous voulez, je peux le donner à Stéphane, quelles sont les clés de succès et quels sont les freins à la numérisation, parce que j'en ai testé pas mal. Il y a des égos, il y a le PDG qui dit ça va me rapporter combien tout de suite, et ça ne rapporte pas tout de suite. Ça rapporte, mais dans un temps après avoir mis la mise. Alors je peux vous donner un exemple sur le traitement de big data à partir des superviseurs de sécurité. On a cette année investi 65 000 € avec une start-up dont je vais parler tout à l'heure. Et on a un retour prévisionnel à 600 000. Donc vous voyez qu'on a 10 fois la mise. Et ça, c'est des choses que nous, on est incapable de développer, malgré qu'on ait très bons ingénieurs process, sécurité procédé. Il y a des gens qui savent faire ça. Puis après, vous avez la méconnaissance du numérique. Là aussi, j'ai un tableau qui parle de la maturité, du coût sur toutes les technologies, IoT, et ça, je peux le partager avec vous aussi. Alors, Adixis, bon, c'est quelque chose qu'on a mis en place chez Adiceo. On a déclenché ça en 2017, et vous voyez qu'en 2018, on a eu le Grand Prix du Digital Learning chez Segos. Alors, ça a été développé maison. On a juste pris un consultant, dont je pourrais vous donner le nom, qui est chez Total, et qui va chercher des éléments dans le net qui existent, parce qu'il y a plein de choses, il suffit de pouvoir les assembler. Par exemple, créer un QR code, c'est faisable, et le logiciel existe dans le net, et gratuitement. Alors, pour vous donner une idée de ce que ça donne, donc vous avez une usine en 3D, là. Donc chaque équipement a un QR code, et du QR code, on peut avoir les mesures de sécurité à prendre, donc tout ce qui est EPI, les risques que vous allez avoir. Vous avez les schémas TI, les modes de maintenance, tout est dedans. Alors dans le genre de truc qui va vous embêter, c'est le QHSE qui va vous dire « Oh là là, c'est un milieu ATEX, il vous faut l'ATEX numéro machin de la tablette. » Alors vous vous retrouvez avec des tablettes à 7 000 €, alors qu'on pourrait peut-être le faire un peu moins cher. Donc ça, c'est le genre d'écueil qu'on peut avoir. Vous avez après l'informatique qui vous dit « Ouais, enfin, vous prenez tout, mais Windows. » Donc voilà, et c'est les problèmes de compatibilité. Chaque direction a son besoin. Après, vous avez l'opérateur qui fait enfin bon, moi je sais. Hein. Donc ça fait 30 ans que je fais la même opération. Qu'est-ce qu'on vient m'emmerder avec ce truc-là? Puis de toute façon, vous n'avez pas de secret. Vous faites un CSE, comme on appelle maintenant, et puis vous apercevez que vos délégués ils sont avec leur smartphone et puis ils vont plus vite que vous pour aller chercher la réponse à la question qui a été posée. Donc le monde est connecté, il n'y a pas le choix. Et vous donnez à un jeune maintenant 30 pages de procédure, il les fout à la poubelle, il ne les lit pas. Vous lui donnez une méthode comme ça, il va le faire. Alors l'intérêt aussi du truc, c'est qu'on a spécialisé, en fait, avec des QCM, chaque partie de l'usine. Donc il y a un QCM à la fin de l'apprentissage, et le QCM est directement relié au SIRH, donc système d'information des RH, et on peut caper l'habilitation au fur et à mesure. Pour vous donner une idée de ce que vous avez vu,
tablettes incluses. Donc on a acheté 6 tablettes pour les 2 usines françaises. On en a pour 70 000 € de développement. Donc, vous voyez le truc que c'est. Donc c'est faisable. Alors après, on a des lunettes connectées, ça c'est pas de chez nous, mais c'est pareil, on peut faire de la réalité virtuelle. Il suffit d'avoir un simple appareil 3D, hein, et vous prenez des photos dans votre site, et vous avez après la possibilité de récupérer le film en 3D pour vos occupations. Hein. Là, c'est pour vous dire un peu ce qu'on a fait au point de vue fabrication additive, donc impression 3D. Alors, c'est le projet FAIR. Alors on va y passer. FAIR, c'est fabrication additive pour intensification des réacteurs, c'est-à-dire qu'on s'est allié à Air Liquide. Et l'idée est de développer des réacteurs qui soient plus petits que l'existant, donc utilisant moins de catalyseurs, donc étant plus performants dans le futur. Et on espère qu'en 2030, on aura des réacteurs qui tiennent à peu près bien la route. Bon, Connect, je pense qu'on peut en parler. C'est l'application de Air Liquide. Et donc, c'est quelque chose qui est quand même assez remarquable, en particulier enfin, sur des sites Céveso. C'est pas mal. Vous n'avez pas le temps de le faire. Ben, il existe des startups. Vous avez par exemple FFLY 4U. Alors, c'est un nom barbare. Mais en fait, c'est un petit boîtier. Quel est l'industriel de la chimie qui ne savait pas où étaient ses wagons pendant la grève de la SNCF il y a 2 ans? Tous. La SNCF, incapable de dire où étaient vos wagons. Et bien ça, vous mettez un boîtier qui vous coûte 1 000 €. Vous savez où il est, en géolocalisation. Vous connaissez la température du chargement, s'il y a une fuite, si les freins commencent à être défectueux, etc. Et vous avez comme ça un maillage complet de ce qui existe, où existe votre matériel, quelle quantité il y a dessus. EDF l'utilise, par exemple, pour les câbles qui sont extrêmement chers sur les bobines. Et donc, il est capable de savoir à l'instant T où est la bobine, où il faut la faire bouger, quel est le stock restant de câbles. Donc ça, c'est une start-up qui marche pas mal. Une autre, c'est Inevo, sur lequel on a développé, à partir, avec Optimistic, en fait, on va traiter toutes les données des systèmes de supervision, on a des Yokogawa, et donc on prend toutes les données, on est remonté sur 5 ans. Et sur 5 ans, on a 30 000 données concernant uniquement l'utilisation du gaz naturel pour le mélange air, pour faire la synthèse du cyanure. On a à peu près, on a réussi à optimiser et savoir exactement où est le bon ratio pour utiliser au maximum les rendements de l'installation. Là, on a un gain qui est à peu près de 500 000 €. C'est pour vous donner des... Et c'est tout simple, hein, et on s'est focalisé que sur une partie du processus, qui est quasiment la fin. On va rentrer dans la distillation, on va rentrer dans d'autres parties du processus de synthèse, et je pense que c'est quand même très intéressant. Eux savent faire, vous ne prenez pas la tête, parce que le temps de trouver les choses, il va se passer des années. Or, il y a des gens comme ça qui savent faire. En conclusion, je dirais qu'il faut oser, il faut quand même rester agile et simple. Mais le premier point, c'est rester curieux, c'est-à-dire aller vraiment voir ce qui se passe ailleurs. C'est des fois très enrichissant. Quand vous visitez une usine Renault à Sandouville, c'est quand même autre chose. Donc il y a plein de choses à voir dans l'industrie et c'est important. D'un autre côté, on ne va pas remplacer les hommes, hein. Et je vais vous donner un exemple. Le pilote qui a atterri avec son Boeing 747 dans l'Hudson, si ça avait été géré par l'intelligence artificielle, il serait tombé dans la ville. Or là, le discernement humain reste la valeur ajoutée de l'homme. L'intelligence artificielle, elle peut vous traiter des données,
elle peut vous aider à comprendre les systèmes. La décision, elle vous appartient. Donc il faut placer l'humain au centre et surtout il faut associer les collaborateurs. Et là vous aurez des résistances, mais vous allez trouver des vrais leaders dans vos ateliers. Des gens que vous n'auriez pas supposé avoir du bagou pour la digitalisation. Et c'est assez intéressant à voir parce que vous avez comme ça des locomotives qui partent et qui associent tout le monde. Alors quand on a démarré des choses comme Adixis, on a mis les OS, hein. Alors en CE, vous me dites que la sécurité, machin, la formation des gens n'est pas parfaite, ok. Ben, on se met autour d'une table, on construit comment? Et donc on a mis les OS, on a mis les chefs de car, on a mis des opérateurs. Comment on construit le truc? Puis après on leur a laissé le choix de tester. Et on l'a fait pas à pas. Et surtout pas arriver avec une solution, voilà. Débrouillez-vous parce que c'est le meilleur moyen de rater un démarrage dans la digitalisation. Et ça, c'est des petites touches qui vous permettent d'avoir après un vrai engouement dans l'entreprise. Le dernier développement qu'on est en train de faire, nos clients étant des fermiers à la fin, le produit principal, c'est la méthionine qu'on vend, qui est un acide aminé qui permet de réduire le coût de l'alimentation pour les agriculteurs. Et bien maintenant, on a équipé une centaine de fermes avec des capteurs. Donc on capte le taux d'oxygène, la température, le mouvement des volailles, un peu partout. Enfin, on a tout un tas de paramètres. Et ça remonte, on crée une base de données. La base de données est traitée par l'intelligence artificielle. Et on est capable après de modifier l'alimentation des volailles en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Et donc on respecte les courbes de croissance. Et il faut respecter aussi la tranquillité des animaux. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette. Oui, on est largement dans les temps même. On a même le temps pour quelques questions. Parce que pour tout vous dire, David était très inquiet. 46 slides. Oui, j'ai vu 46 slides. Je me suis dit on en a pour la journée au début. Et finalement, c'était parfait. Est-ce qu'on peut profiter de votre présence pour peut-être prendre quelques questions dans la salle? Alors j'ai oublié, j'ai deux articles qui sont très intéressants, qui sont de McKinsey. Il y a l'industrie 4.0. Et puis le deuxième, c'est Chemical Plants en 2030. Et je vais les envoyer à Stéphane qui va vous les distribuer. Mais il y a des choses qui sont intéressantes. Vous avez l'architecture future, toutes les pistes sur lesquelles on peut optimiser la digitalisation dans l'industrie chimique. Voilà. Alors n'hésitez pas à lever, à vous identifier si vous avez une question. Moi j'en ai une première pour vous, Georges. On a vu des projets digitaux qui sont assez avancés. Néanmoins, des personnes qui sont dans la salle ou les personnes qui vont nous regarder n'ont peut-être pas encore débuté leur transition digitale. C'est quoi les facteurs clés de succès pour débuter, pour aller ensuite vers un super projet RFID, sur un super projet d'automatisation des chaînes de production? Mais c'est quoi le début, selon vous? Le début, c'est vraiment de partager l'envie, de faire envie aux gens. Alors quand vous prenez un iPhone, là vous montrez l'iPhone 11, il y a tout le monde qui dit je le veux. La digitalisation dans l'entreprise, c'est pareil, il faut créer l'envie. Alors pour créer l'envie, évidemment, je ne me mets pas en première ligne. Je prends quelqu'un de jeune, parce que dans la digitalisation, il faut quelqu'un de jeune, autrement ça fait ringard, et on le pousse en avant, et derrière on a un copil. Par contre, on prend des volontaires, et c'est ça qui est important. Des ambassadeurs. Aussi, voilà, et qui vont tester, et qui vont le tester dans leurs équipes. Et finalement, on s'est aperçu que des gens qui avaient de l'expérience, qui disaient « mais ça sert à rien » et tout, ils disaient « ouais, mais là, ce que vous avez décrit, c'est pas tout à fait bon, je vais vous aider à faire un truc ». Et puis petit à petit, vous avez une adhérence de toutes les personnes pour le digital. Ça veut dire que ça ne crée pas une rupture générationnelle de mettre en avant la jeune génération? C'est un des risques qu'il y a de début. C'est pour ça qu'il faut vraiment y aller pas par pas, que les gens puissent expérimenter sans pression. On laisse le matériel, ils essayent, ils disent « ouais, c'est intéressant, on pourrait faire un truc ». Créer une habitude sans rompre l'habitude précédente. Tout à fait. Ouais. Il y a un deuxième souci, c'est pour ça qu'on avait créé Adixis.
c'est en production, on n'a pas le temps de former, faut produire. On a la pression de la production, donc non, avoir un stagiaire, ça sert à rien, ça m'emmerde, etc. Et bien là, il peut se former en dehors du temps de travail, ou pendant la nuit, où c'est plus calme, puisqu'on est en 3 shifts. Et donc après, les gens adhèrent beaucoup plus vite. D'accord. Ok, merci. Une première question, on va vous passer un micro. Voilà, oh, pas de course, c'était les mondiaux d'athlétisme il n'y a pas longtemps. On a un éminent représentant. Ça marche? Ça marche bien. Oui, d'abord, je remercie beaucoup Georges Scheber pour son intervention. On l'avait vu au séminaire BPI, il nous avait beaucoup inspiré, donc remercie encore Georges. Par rapport à Dixis, hein, quels sont les résultats aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 10% de moins de casses. Alors, il faut aussi voir qu'on a intégré ça dans un process complet de formation. En fait, on s'est allié avec Oleum, qui est la branche de raffinage de Total qui a arrêté. On a créé un CQP, qui est reconnu. Et on a travaillé sur une chose un peu différente de ce qui existe actuellement, c'est-à-dire au lieu d'être dans le savoir-faire, on est dans le savoir-être. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'on teste les... Alors déjà, on les sélectionne. Ils sont sélectionnés selon certains critères qu'on donne à... Je crois que c'est ADECO qui faisait ça. Et on a un certain nombre de candidats. Il faut savoir qu'on a un retour à peu près à entre 70 et 80%. C'est-à-dire qu'il y a 20% des candidats à 30% qui nous quittent parce qu'ils ne correspondent pas à l'esprit collectif. Alors, on le forme à la fois sur les basiques, sécurité, etc. Parce que vous prenez souvent quelqu'un qui... Alors, ce n'est pas le cas des IUT, mais dans les formations simples chimiques, on dit opérateur de chimie, il arrive, il ne sait pas ce que c'est qu'une pompe à engrenage, il ne sait pas ce que c'est qu'une pompe, etc. Donc, il faut réapprendre le basique. Et ça, on se focalise là-dessus. Après, on les fait travailler sur le terrain. Le système Adixis leur permet d'intégrer la société. Ils retournent chez Oleum et ils reviennent. Grosso modo, le parcours fait 8 mois. Alors, effectivement, 10% de panne en moins, c'est-à-dire que les gens deviennent vigilants à un certain nombre de choses. On a développé d'ailleurs la tablette pour faire des rondes maintenant en automatique, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre un papier, la pompe numéro machin fait du bruit, faudrait la réviser demain, on le met dans la poche, on arrive à la salle de contrôle, on a perdu le papier, on n'a pas pris le bon numéro, etc. Et on se relie plus. Voilà. Là, sur la tablette, on signale la pompe, il faut une intervention. On a en accidentologie... Alors le TF, alors on n'est plus en TF2 maintenant, on est en TRIR, mais grosso modo, en TRIR, on est à 0,5. C'est-à-dire que vous multipliez par, c'est pour 200 000 heures travaillées de tête. On multiplie par 5. Donc vous avez le TF2, ce qui est quand même relativement faible. Donc on a des résultats comme ça. Le gars, il arrive le premier jour, il connaît les ateliers, il connaît le process, il connaît les règles de sécurité. Il est opérationnel le premier jour. Vous embauchez quelqu'un que vous avez formé, les gars, ils n'ont pas le temps. Et puis, ça traîne pendant X temps jusqu'au jour où vous avez un pépin, et puis on vous dit, bah oui, on ne l'a pas formé, c'est normal qu'il y ait eu un accident. Donc il y a des vrais retours sur ce genre de choses. Une autre question, merci. Ah, une question devant. Décidément, c'est le premier rang qui pose le plus de questions. Il va falloir l'éliminer. Y compris sur la traçabilité des formations, du coup, que vous tracez en direct, en fait. Alors, le système qu'on a, c'est Cornerstone, pour vous donner le logiciel. Et donc, effectivement, chaque fois qu'il y a un QCM qui a réussi, ça remonte en disant le palier 1 est complet. Et donc, on peut suivre l'habilitation, parce que ça aussi, c'est la terreur des équipes de production, s'occuper de l'habilitation des gens, garder dans un cahier le machin, ou dans un... Là, c'est en automatique. Donc, c'est vraiment... ça a été une vraie valeur ajoutée aussi.
et pour les RH qui finalement sont contents puisqu'ils ont les documents. Et puis finalement, quand vous avez tous vos partenaires, l'Adréal qui débarque, l'inspection du travail, ah bon, c'est bien. Voilà, et c'est là où, alors on pourrait parler de Lubrizol, etc., mais la vraie suite d'un site Seveso, c'est d'être accepté par son voisinage. Et être accepté par son voisinage, c'est effectivement être attentif à ce que pensent les voisins, etc. Et ça en fait partie. Des gens formés, on fait de la pub, on reçoit les voisins, etc. Oui, d'autant qu'il y a toute une série de dispositifs dans le digital qui visent à améliorer la sécurité aussi. Et on le verra tout à l'heure avec des retours d'expérience, ça peut être aussi l'un des enjeux. Tout à fait. La sécurité des voisins comme des opérateurs, ça peut être un des enjeux, effectivement. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie, Georges, pour votre intervention. Je pense qu'on peut l'applaudir. Et vous, merci.